Bienvenue, docteur Saleh Agoumi. Merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président fondateur du Collège national des médecins spécialistes privés. Tout à fait. Vous êtes en grève aujourd'hui, donc ça veut dire que vous êtes en colère. Mais je vous vois souriant, donc je me dis... On continue à être en colère, on va dire. Vous continuez, ça fait des mois que les médecins libéraux sont en colère. Ça fait des années. Ah, des années carrément. Ça fait des années, mais on a fait le gentil, on a fait le mot, on a fait le complaisant, on a fait celui qui espère, on a fait celui qui y croit, et puis on a fini par ne plus y croire. On a exprimé en octobre 2018 ouvertement qu'on n'y croyait plus et qu'on avait besoin que les choses bougent. Et on avait prévu une grève en novembre et en décembre. Après la première grève d'octobre, on nous a miroité qu'on allait ouvrir le dialogue, qu'on allait aboutir sur des choses, après la première journée de grève, le 18 octobre dernier, voilà, il devait y avoir aussi un mouvement de grève en novembre et un mouvement de grève en décembre. C'était programmé et voté par l'Assemblée générale. Et donc, comme après la première grève, on nous a reçus... Où il y avait une forte mobilisation, je crois savoir, il y avait à peu près 80% des médecins. 80% des médecins et des cliniques privées qui ont adhéré à la grève. Et après, les responsables, le ministère de tutelle, l'ANAM, nous ont fait croire qu'on allait avancer, qu'on allait obtenir des choses rapidement. Donc, Vous avez été dupé ? Non, pas dupé. On nous a laissé attendre. On nous a laissé attendre. On nous a fait croire encore une fois. Et nous avons fait. Vous savez, les médecins, ils ont cette mauvaise approche d'hésiter à faire des mouvements, on va dire violents, vu leur responsabilité sociale. Donc, ils aiment croire en l'espoir. Parce qu'ils mettent ça plus à l'avant. Qu'est-ce que le ministère de tutelle et le ministre de tutelle, en l'occurrence Agnès de Cali, vous a fait croire après le 18 octobre dernier pour bien saisir pourquoi aujourd'hui, 5 mois après, le 4 avril, vous décidez une fois de plus de décréter une journée nationale de grève ? Eh bien, il nous a fait croire que d'abord, la Convention sur l'assurance maladie obligatoire allait bouger dans ses items et dans son contenu, parce que il est utile de repréciser que dans la loi 6500 qui gère cette assurance maladie obligatoire, il est écrit noir sur blanc que les items tarifaires et de fonctionnement doivent bouger et être rediscutés tous les 3 ans. Elle a démarré en 2006, à un moment où le corps médical n'était pas du tout d'accord sur les items de démarrage. Vous parlez de TNR dans le jargon, ou de tarification nationale de référence, mais pas. Moi, j'aime pas parler seulement tarif. Qui fixe. C'est important juste simplement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent être comme moi, des néophytes. Oui. Simplement de se dire, voilà, c'est une tarification nationale de référence qui avait été mise en place en 2006, censée être renouvelée tous les 3 ans. Tout à fait. D'accord. Donc ça fait 13 ans aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Oui. Mais simplement qui fixe les prix des consultations. C'est bien ça. Qui fixe à la fois des spécialistes et à la fois des médecins généralistes. Alors qui fixe les prix de tous les actes que pratiquent les médecins, pas seulement la consultation. La consultation, ce qui est au bloc opératoire, les hospitalisations et tout. Mais comme je vous ai dit, moi j'aime pas seulement parler d'une convention tarifaire, je préfère parler d'une convention dans laquelle il y a 2 volets. Il y a le tarif et le fonctionnement. Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que le fonctionnement, avant le tarif, pose un très gros problème. Dans la mesure où la Convention prévoit que quand un patient demande une prise en charge et il la présente à la clinique, la tutelle, c'est-à-dire soit la CNOPS, soit la CNSS, doit donner une réponse dans les 48 heures. Ce n'est jamais fait. Ça dure parfois des mois. Et le patient ne comprend pas trop. Jamais fait. Mais ça dure des mois. Ça dure des semaines, des semaines et parfois des mois. Et en plus, la même convention dans ces textes a imposé que les prestataires que nous sommes soient payés dans un maximum de 60 jours. Ce n'est jamais fait. Donc, mais pourquoi c'est jamais fait ? Parce que moi je me dis problème effectivement. Est-ce que c'est pour des raisons d'organisation, de procédure ? Ce sont leurs raisons d'organisation qui ne sont pas recevables. Je vous explique pourquoi elles ne sont pas recevables. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère de technologie avancée. Ben oui, c'est pour ça que j'allais vous poser cette question. Il suffit que l'un rentre les données. Il suffit que l'un ou l'autre s'occupe d'un logiciel spécifique, on rentre les données. Et que demande la clinique et que demande le médecin ? Il demande juste à être sûr que quand le patient se présente pour un soin, qu'il est en ouverture de droit. C'est-à-dire qu'il est couvert et quand on va demander... Qu'il soit éligible au remboursement et à la prise en charge. Voilà, ce que vous voulez dire. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, simplement juste sur la tarification et sur le remboursement, parce que ça fait effectivement, c'est la première de vos revendications pour cette journée nationale de grève d'aujourd'hui, quand
quand on dit tarification, aujourd'hui, le tarif, même pas moyen, parce que chez un médecin spécialiste, on est autour de, je crois que c'est 190 dirhams. Non, pour la consultation. Oui. Non, la majorité écrasante consulte aujourd'hui. Vous parlez du tarif pratiqué ou du tarif pratiqué, que celles et ceux qui nous écoutent pratiquent et payent. 250 dirhams. 250 dirhams. Aujourd'hui, est-ce que tous les patients payent 250 dirhams ou ils payent beaucoup plus? Non. Je crois que la réalité, c'est qu'ils payent beaucoup plus. Non, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça l'équation. Le patient paye 250 dirhams. Oui. Sauf qu'il est remboursé à la base de 150 dirhams. Pourquoi? Parce que la convention tarifaire établie en 2006 et qui devait bouger en 2009, 12, 15, 18, et nous sommes à la veille de 2020, a décidé que la consultation du spécialiste était à 150 dirhams et du généraliste à 80 dirhams. Donc au jour d'aujourd'hui, le patient, il est remboursé à la base de ses tarifs. C'est-à-dire qu'il paye 250 dirhams, il est remboursé sur la base de 150 dirhams. Il est remboursé 105 dirhams. Et donc il a l'impression que le médecin le vole. Non. Justement, c'est ça ce qu'on explique. Non, mais c'est parce que je vois, le médecin, comprendre le médecin ne le vole pas. Le médecin ne vole mais le ressenti du patient. Le ressenti du patient, c'est que le ressenti. S'il paye 250, qu'il est remboursé sur la base de 150, le ressenti réel, c'est qu'il paye plus de 50% de sa poche. Mais ça, c'est pas à cause du médecin, parce que si on fait que l'inflation, ce n'est pas gérable. Donc les médecins, après avoir essayé de se rapprocher de la réalité, ont fini par adapter les tarifs. Et j'en veux pour initiateur un mémorandum que nous avions signé en 2011 avec le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le Conseil de l'Ordre et les différents syndicats qui donnaient aux médecins la latitude de continuer à s'adapter à la réalité en attendant que l'autorité de tutelle bouge les tarifs. Ce qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que concrètement, parce que juste, je rappelle que vous êtes médecin. Concrètement, médecin privé. Concrètement, le patient aujourd'hui qui devrait être remboursé à la base de 70 et de 80%, c'est-à-dire débourser 20 à 30%, il débourse autour de 54% de sa poche. Et nous, on veut. Au jour d'aujourd'hui, les tarifs sont à 250 dirhams. On peut parler uniquement de la consultation parce que c'est une infime... Chez un spécialiste. C'est une infime partie de la prestation de soins. Les généralistes sont autour de 150 dirhams aussi. Mais c'est une infime partie du soin. Mais c'est le front office du soin. C'est pour ça qu'on en parle. Mais nous, qu'est-ce qu'on réclame? La relation entre on réclame que l'ANAM et le ministère de la Santé reconnaissent ce tarif, le valide, pour que le citoyen soit remboursé à 80%. Vous en avez parlé avec Agnès Doukali? On en parlait avec le ministre de la Santé, on en a parlé avec le directeur de l'ANAM. Et c'est quoi leur position? Leur position, c'est que on nous promet qu'on va s'acheminer assez rapidement vers une solution. Mais tant que cette solution n'est pas actée, n'est pas signée, on n'a toujours pas de solution. Pour vous médecins du secteur privé et au niveau du Collège syndical national des médecins spécialistes, c'est quoi la solution? Parce que j'ai l'impression que là, il faut redéfinir un écosystème. On est bien d'accord. Tout à fait. La solution. Qu'il va falloir mettre au pot, il va falloir... Pour vous expliquer la solution, on est obligé de faire un peu d'histoire. En 2006, quand la tutelle a décidé que la consultation du spécialiste devait être à 150 dirhams, ça faisait déjà au moins 10 ans, c'est-à-dire depuis 1995, que la majorité écrasante des médecins spécialistes consultait à 200 dirhams. Donc, en 2006, nous avons fait la concession d'une réduction de 25% de nos honoraires parce qu'on nous a promis que ça allait bouger au bout de 3 ans. Et nous avons fini par décider que, par geste citoyen, par la reconnaissance que le citoyen doit rentrer rapidement dans l'assurance maladie, nous avons décidé de respecter ces tarifs. Mais vu que très vite, il s'est avéré que la tutelle administrative n'allait pas dans le sens de la loi, eh bien, les choses ont avancé autrement. Parce que je pense qu'il y a la loi, il y a la réalité économique aussi. Mais tout à fait, il y a la réalité économique. Si on imputait juste l'inflation depuis 2006 sur 13 ans, on va être surpris. Docteur Agoumi, ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est une révision à la hausse de la tarification nationale de référence. On est bien d'accord? Pas seulement à la hausse, c'est une révision à la hausse réelle pour que les citoyens soient aussi remboursés par rapport à cette révision, et pas par rapport à l'ancien tarif. Oui, mais là, pour l'instant, en premier lieu, vous demandez une révision à la hausse. Tout à fait. Le remboursement, c'est l'affaire de l'État. C'est grosso modo, c'est un petit peu ça. Parce que vous êtes libéral jusqu'au bout des ongles. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, le souci, c'est qu'aujourd'hui, si vous obtenez gain de cause sur la révision à la hausse, le remboursement va être plus élevé pour le patient. Tant qu'il y a le système de remboursement n'est pas établi. Le patient va être meilleur. Le patient va, c'est arrange tout le monde. C'est-à-dire que le médecin va voir ses honoraires monter à la hausse, mais le citoyen
va être mieux remboursé, il va débourser beaucoup moins de sa poche. Si l'État paye le différentiel. Mais l'État... On est bien d'accord. Parce que si c'est pas le cas... L'État va payer le différentiel. Il faut juste qu'il paye le différentiel réel. Il faut pas qu'il paye le différentiel par rapport à quelque chose qu'il a décidé en 2006. Donc ça, c'est la première revendication, en tout cas. Donc c'est sur la table, dialogue rompu avec l'État, avec le ministère de la tutelle. Dialogue non rompu, mais célérité de solutions inexistantes. Il y a des promesses. Parce que je considère que si vous avez décidé d'organiser aujourd'hui et de décréter une journée nationale de grève nationale, c'est que il y a plus forcément d'échanges et de dialogue entre vous et le ministère public. Il y a un échange courtois. C'est-à-dire, mais pas efficace. C'est-à-dire, en échange de dialogue, on nous promet des choses, mais on nous donne des délais qui ne sont jamais respectés. Et au jour d'aujourd'hui, on nous promet aussi que les choses avancent, mais vu les délais qui ne sont jamais respectés, on n'y croit plus. Donc parce qu'on nous a donné plusieurs délais à plusieurs reprises, qui n'ont jamais été respectés. Être en capacité d'aller jusqu'au bout du bout, cette fois-ci? Mais on est obligé. Non, je sais pas, je vous pose la question. On est obligé, ne serait-ce que pour défendre le différentiel que paye le citoyen. C'est-à-dire, vous voulez faire plier l'État? Parce que c'est pas en termes de plier, c'est en termes de réalité. Vous savez, la médecine, actuellement, elle est très technique. Et qui dit technique, dit appareillage, dit coût très élevé. Ce qu'on a refusé de faire, c'est de calculer le coût des choses avant d'en déterminer les prix. Et c'est une démarche qui n'est pas très logique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout ce qui est équipement pour les professionnels de santé coûte très cher et que... Écoutez, tout ce qu'on achète pour travailler est taxé comme un produit vulgaire de consommation. On parlera de fiscalité d'ailleurs tout à l'heure. Il n'y a aucune concession quand les choses sont importées. Il n'y a aucun ristourne de TVA sur tout le matériel que nous achetons pour soigner. Et on nous demande de faire de la médecine de qualité avec des prix qu'on nous propose qui sont rédhibitoire. Oui, mais en même temps, la médecine de qualité, aujourd'hui, elle est technique. Il ne faut pas se leurrer, elle est technique. Et la technologie est excessivement chère, et elle est tous les jours plus chère. Et il ne faut pas oublier qu'on a une donnée essentielle. Regardez cette équation. Le privé s'équipe avec la meilleure technologie et très très vite, même si ça coûte très cher. Et le privé dispose sur la place marocaine de 8000 lits d'hospitalisation. L'État en a dans les 24 000 lits. Mais en équation de prestation de soins, le privé assure 64% de la prestation de soins du pays. C'est-à-dire que tout en étant privé, nous avons un rôle social. Oui, ce rôle social, il est régalien et il relève de l'État. Donc aussi... nous rendons service à l'État dans son rôle régalien. Vous êtes avant tout aussi une entreprise. C'est comme une entreprise médiatique, elle est avant tout une entreprise. Mais bien sûr, mais cette entreprise, elle est là pourquoi? Elle est là pour combler un vide que l'État a reculé dans sa façon d'assumer les choses. Et elle est là, bien sûr. Peut-être faute de moyens financiers, contrats et forcés. Faute de moyens financiers ou faute de politique. Mais imaginez que vous avez dans chaque ville une clinique qui coule tous les jours parce qu'on ne l'a pas soutenue dans son fonctionnement, dans sa façon d'exister et dans ses démarches. Eh bien, c'est un nombre innombrable de citoyens qui vont devoir être ventilés ailleurs, avoir besoin de rendez-vous plus longs, se faire traiter en moins. Donc, ce privé qui rend service, on ne le gratifie pas en face. Parce que l'État aussi a d'autres priorités, docteur Sadagomi. Mais très bien. Le financement du RAMED, les populations vulnérables à couvrir, alors, les salariés aussi, la population active à couvrir. Excellent, le RAMED. J'allais dire, est-ce que, objectivement, docteur Sadagomi, est-ce que si vous étiez ministre en charge de la santé, à la place de Agnès Doukali, votre priorité serait les médecins du secteur privé ou serait la population, et y compris les populations les plus vulnérables, aujourd'hui, qui ne bénéficient de rien? La priorité, c'est un système de santé. Quand vous parlez uniquement, quand vous mettez dans le panier uniquement le citoyen, le soin et le médecin, ce n'est pas suffisant. C'est une partie importante du panier. Mais le panier, c'est une politique globale. C'est-à-dire, si je m'attaque à toutes les niches, de façon équitable et de façon avant-gardiste et en ayant un avenir lointain en face, très lointain, je finis par satisfaire tout le monde, étant entendu que la satisfaction totale complète à 100% n'existe pas. Je suis obligé de satisfaire des choses au détriment d'autres. Il aurait fallu actionner aussi peut-être le partenariat public-privé qui a été signé
depuis des années. C'est pas vous que je vais le dire parce que vous étiez un des signataires. J'étais le signataire. Et ça n'a pas fonctionné. J'étais rien à avancer. Signataire en mai 2008. Oui. Nous sommes 11 ans. Il y a des brides de partenaires, vraiment des brides. Le seul truc qui a réussi, c'est l'hémodialyse. Et ça a rendu énormément service aussi bien à l'État qu'aux citoyens. Voilà un exemple qui a réussi, qu'on peut dupliquer avec les centres de radiologie, avec les consultations. Pourquoi on n'enclenche pas le mouvement? Pourquoi ça Alors, n'avance pas? à chaque fois, on nous dit globalement, parce que là, vous avez vos revendications sur lesquelles on va revenir, mais ça l'enclenchement, ça n'avance pas. C'est une revendication. Est-ce que c'est une histoire d'argent? Ce n'est pas une histoire d'argent. Une petite revalorisation du budget du ministère de la Santé. Non, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de volonté, parce que déjà du temps de l'ex-ministre M. Lourdes, le ministère de Finances avait mis en place un budget dédié au partenariat public-privé. Mais quand on a ton budget, il semble que c'est colossal. Vous voulez que je vous dise, c'est encore une fois, on accepte de venir aider l'État et les citoyens contre des choses plus que symbolique. C'est-à-dire dans ce budget, quand ce médecin se déplace pour faire une demi-journée de travail dans un hôpital, il reçoit 257 dirhams en net. Pour la demi-journée. Pour la demi-journée totale. Vous savez, certains vous appelez certains vous diraient aussi, ben oui, mais en contrepartie, le médecin, chaque année, parce qu'il est sujet et soumis bien sûr à l'impôt, ben il paye 10 000 dirhams en moyenne par an. Donc bon, d'un côté, l'État ferme un œil, et il peut aussi fermer l'autre œil en recevant que 250 dirhams pour une demi-journée détachée dans un établissement public. On peut dire les choses sur la fiscalité. On peut dire les choses autrement. Oui. Payer en moyenne 10 000 dirhams, d'abord, c'est pas vrai. Il y a des médecins qui paient des sommes colossales. On s'en est approché. Moyenne, je crois même cette moyenne. Je dis ça, c'est Omar Farage qui a fait cette déclaration. On est bien d'accord. Directeur général de la DGI. Bon, c'est pas moi. Cette moyenne est à déblayer et à expliquer et à mettre en précision. Mais est-ce qu'elle est réelle, cette moyenne? Même si on l'apprend. Ouais. À partir du moment où ce médecin privé remplit une fonction régalienne de l'État, on peut dire qu'il a droit à une contrepartie. La contrepartie, nous la réclamons pour l'État depuis longtemps, c'est le RAMED. Le RAMED, le législateur a ainsi que le RAMED, les ramédistes vont à l'hôpital. Ça fait des années que nous réclamons que les ramédistes viennent chez nous, au moins chez ceux parmi nous qui veulent volontairement recevoir les ramédistes. Et quand on dit le ramédiste, c'est pas pour lui facturer la consultation normale, c'est pour lui facturer la consultation que déciderait l'État en collaboration avec nous dans les normes d'un ramédiste. Sur la base d'un quota. Sur la base d'un quota ou autre chose. Mais nous, on est prêt, et on l'a dit une fois, qu'on veut aider l'État sur ce volet de RAMED et qu'on est obligé au moins de débloquer ceux parmi nous dans tout le Maroc qui sont volontaires pour le faire, aussi bien les cliniques que les médecins privés. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne reçoit pas. C'est comme si on ne voulait pas qu'on aide l'État sur ce volet. En tout cas, il y a un autre point sur lequel je souhaitais vous faire réagir aussi très rapidement, parce que je rappelle que cette fois-ci, il y a 6 revendications, 6 doléances. L'exercice illégal de la médecine. On a mis en face 6 doléances, mais il y en a énormément. Oui, en tout cas, le deuxième point, c'est l'exercice illégal de la médecine. Est-ce que c'est comme les dentistes qui sont montés au créneau là? Il y a tout un... L'exercice illégal de la médecine, l'exercice illégal de la médecine, c'est juste une catastrophe. C'est multidimensionnel, c'est multitype, c'est multilatéral. Et qui a la charge de ça? 2 instances principales. Le ministère de la Santé et le Conseil de l'Ordre des médecins. Parce qu'il relève de ses attributions éthiques et déontologiques, parce que tout ce qui est dérapage dans l'exercice illégal, c'est éthique. Mais nous avons le Conseil national, malheureusement, dans sa forme actuelle, dans son fonctionnement, qui n'a pas montré cette efficacité, qui ne défend pas la médecine libérale, parce que l'exercice illégal se fait dans la médecine libérale, parce que la médecine publique, elle est sous la tutelle de l'administration de l'État. Et le Conseil national ne s'occupe pas de ça. C'est pour ça que nous réclamons... Il y a des médecins charlatans qui sont dans le secteur privé. Oui, mais c'est pour ça que nous réclamons de plus en plus, et ça c'était pas le cas avant, mais quand on a vu un essai sur 4 ans, nous réclamons la mise en place d'un ordre d'instance ordinale dédiée au secteur privé. Mais pourquoi c'est pas le privé qui balaye et qui remet un peu d'ordre dans le secteur privé? Pourquoi demander à l'État d'intervenir dans le privé? D'accord, demander à l'État d'intervenir dans le privé, c'est comme si vous allez me dire, je vais faire une similitude peut-être qui n'est pas très proche, mais juste pour éclaircir, c'est comme si vous allez dire à tous les voleurs,
de s'assumer eux-mêmes et d'arrêter de voler. Non, ils ont fait ça pour ça. Il y a de l'autorégulation au sein de la corporation. De l'autorégulation. Voilà. Alors, l'autorégulation, on en parle, nous. Mais le syndicat, c'est pas son rôle. Le syndicat, il s'occupe de ce qui est matériel. Tout ce qui est exercice professionnel relève des instances ordinales. Donc, même quand on veut s'en occuper, on exerce un petit peu un rôle qui nous est pas le nôtre. Vous avez quand même le souci de l'éthique. Vous avez quand même le souci de l'éthique, de l'impact de Mais bien sûr qu'on a la preuve en est. Alors, je vais vous donner un exemple récent. Un exemple récent, c'est l'exemple des ophtalmos. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui est en train de passer au Parlement où les opticiens, qui ne sont pas médecins, auraient la latitude de recevoir le citoyen pour le calcul de l'acuité, etc., pour lui prescrire des lunettes, sans passer par l'ophtalmo, le médecin qui a fait 13 ans d'études et qui connaît sa science. Le danger, il est double. Le danger, c'est un exercice illégal et on décrédibilise des études médicales, on décrédibilise une formation. L'autre danger qui est colossal, c'est la santé du citoyen. Pourquoi ? J'ai remis ça en premier, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand on va chez quelqu'un qui n'est pas médecin pour prescrire des lunettes, il va prescrire des lunettes. Sauf que l'ophtalmo, quand on va chez lui, une fois sur deux, à cette occasion, il va détecter des maladies. Et une fois sur deux, il va refuser de prescrire des lunettes tant qu'on n'a pas traité la maladie. Mais l'opticien n'a pas cette capacité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à l'as une partie des citoyens qui vont revenir chez l'ophtalmo une fois qu'ils ont compliqué leur santé. Ça, c'est pour l'exercice légal de la médecine. Et puis, un autre point aussi, parce que qui m'a interpellé d'ailleurs, je me dis, les médecins du secteur privé, les libéraux que vous représentez aujourd'hui, Dr Sadagoumi, demandent et réclament auprès de l'État une caisse de retraite spécifique, un traitement de faveur. Non, pas ça. Ça m'a surpris. Je me suis dit... Comment ça, un traitement de faveur ? Je ne sais pas. Une retraite... Vous savez, aujourd'hui, vous avez vu, d'ailleurs, ça va redevenir d'actualité, à mon avis, sur la réforme du système des retraites, la CMR pour les fonctionnaires, la CIMR certainement dans quelques années, et les médecins du secteur privé demandent une retraite. Une caisse de retraite. Attendez, c'est ce que j'ai vu. Clarifier, j'avais dit. Nous ne demandons pas une caisse de retraite. Nous demandons d'avoir une retraite parce que les médecins libéraux n'ont pas de retraite. Les médecins privés n'ont pas de retraite. Pourquoi vous n'allez pas dans le privé, vous cotisez pas dans le privé ? On n'a pas de retraite, on n'a pas d'assurance maladie. D'accord ? Mais quand même, comme je vous ai dit, nous sommes des médecins privés qui ont une étiquette publique. Nous remplissons une mission publique. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que vous n'avez pas de statut de positionnement. Oui, non. À la fois, vous considérez appartenir un peu à l'État, dans le public, et en même temps dans le privé, le statut de l'entreprise. Le positionnement, il est là. Ouais. À partir du moment où nous devons avoir une assurance maladie comme tout le monde, il y a l'assurance maladie universelle, nous sommes citoyens comme tout le monde, et avant tout, nous soignons les citoyens. Nous soignons, qui passons notre vie à veiller 365 jours sur 365 sur la santé du citoyen. Quand on a le moindre petit bobo, nous devons débourser dans notre poche. Et quand on s'adresse aux assurances privées, ils nous prennent en charge, mais arrivé à un certain âge, c'est une autre histoire. Qu'à cela ne tienne. Mais ce qui est important, je vous explique. Donc, par exemple, si on prend toujours l'exemple de la France parce que c'est le pays le plus proche, mais beaucoup d'autres pays ont des choses similaires. Les médecins qui acceptent de venir à la Convention nationale de soins, parce que n'oubliez pas que on n'y est pas obligé du tout. Dans notre code de déontologie, il est écrit noir sur blanc que nos honoraires sont libres et du consentement de la libre entente avec le malade. Quand on accepte de se lier avec une convention tarifaire, c'est déjà une concession de notre part. Alors les pays qui sont dans ce sens, qu'est-ce qu'ils font en contrepartie pour les médecins ? Eh bien, ils prennent en charge toutes leurs prestations de social à la France à hauteur de 80%. C'est-à-dire quand moi, on va me demander de cotiser pour mon assurance maladie 100 dirhams par mois, je dis des bêtises, mais c'est juste pour que ce soit simple, l'assurance maladie et chez nous l'ANAM devrait verser pour moi 80 dirhams et moi juste 20 dirhams, juste parce que j'accepte de venir à la Convention. Voilà comment c'est fait en France. Au jour d'aujourd'hui, non seulement ça n'est pas fait, mais on nous propose des tarifs complètement irréaliste. Est-ce que vous savez qu'on nous propose de payer plus de 24 000 dirhams par an pour des médecins spécialistes, pour notre assurance maladie, nous qui intervenons dans le terrain, nous qui sommes les gens de la réussite de l'assurance maladie. Payer 24 000 dirhams. Le citoyen marocain qui est salarié, il paye combien ? Il paye beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Alors, non, mais le citoyen qui est salarié, d'abord, le salarié est plafonné. Est-ce que vous savez qu'un salarié qui touche 6 000 dirhams, qui bien sûr qui est déclaré à la CNSS, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Il paye pour son assurance maladie autant qu'un ministre.
Parce que c'est plafonné à 6 000 dirhams. Si vous touchez 50 000 dirhams, 60 000 dirhams, 70 000 dirhams... Peu importe, le plafond, il est à 6 000. Le plafond est à 6 000 dirhams. Donc, le citoyen lambda, il est plafonné à 6 000 dirhams. Et nous, on veut nous mettre, tenez-vous bien, à 12 fois le SMIC. Donc, en fait, ça vous intéresse pas? 12 fois du coup, ça vous intéresse 12 pas? fois le plus. Et je vais vous dire une information qui est toute fraîche. Allez-y. C'est que l'expert international, je ne veux pas dire son nom ni sa nationalité, mais ceux qui écoutent le connaissent, qui a établi les normes de l'assurance maladie dans le cadre de l'assurance maladie des indépendants, parce que nous allons, c'est pas seulement les médecins, c'est tous les indépendants, a évalué que les médecins devaient payer autour de 6 000 dirhams par an. C'est un actuaire professionnel. D'accord? Donc, on paye un expert international les yeux de la tête pour qu'il vienne donner des décisions qu'on est en train de chercher et on ne les exécute pas. Non, mais parce que ça pourrait être choquant auprès de l'opinion publique aussi. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Mais ce qu'on veut faire, nous, l'impression qu'on a, c'est que dans cette assurance maladie où on a créé une caisse pour l'assurance maladie des indépendants, c'est les uns qui vont payer beaucoup plus que la majorité qui va payer très peu. Donc, on veut créer une caisse équilibrée uniquement par les médecins qui sont déjà acteurs de soins. Acteurs de soins, mais en tout cas, il faut bien contribuer aussi à hauteur de ses revenus. On est bien d'accord. Mais bien sûr. C'est ça la logique. D'ailleurs, on va passer aussi à la dimension un peu fiscalité. Oui, bien sûr. Parce que on a tous encore en mémoire, automne dernier, octobre-novembre, c'était compliqué. À cette époque-là, c'était pas que compliqué. Avec Agnès de Calais, c'était aussi un peu compliqué avec l'administration fiscale. C'était pas compliqué. L'opération de régularisation, les médecins qui étaient c'était pas compliqué. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau de contrôle des médecins qui devenait extrêmement fréquent et qui partait de certains niveaux qui, le plus souvent, n'étaient pas très défendables ni très logiques. Donc, nous avons cherché à instaurer un climat de sérénité parce qu'il commençait à y avoir un climat de méfiance extrême entre notre corps et celui des fiscs. Donc c'est nous qui avons pris l'initiative de nous rapprocher de la Direction générale des impôts pour trouver un terrain d'entente et repartir sur des bases équitables pour les uns et les autres. Ce qui a ouvert ce dialogue avec la Direction générale des impôts. Ça a été un petit peu difficile pendant C'était certainement difficile parce que ne serait-ce que pour là que ça a pris 5 à 6 mois de discussion. Vous savez, rien n'est facile. Il faut insister, il faut avoir des alibis, il faut se faire accompagner par des professionnels parce que nous, médecins, on ne sait faire que de la médecine. Donc quand il s'agit de fiscalité, nous avons dû être accompagné par un expert fiscaliste dans le dialogue, dans l'approche. Est-ce qu'à cette époque-là aussi, peut-être encore aujourd'hui, Dr Salagoumi, il y avait aussi des médecins qui avaient, comme on dit vulgairement, une double comptabilité? C'est-à-dire une comptabilité officielle, une comptabilité parallèle. Vous savez. Et juste et que là, effectivement, il a fallu aussi, parce que je me souviens, on avait reçu aussi d'ailleurs un de vos confrères, le docteur Afif, c'était début octobre dernier, qui avait parlé d'acharnement de la Direction générale des impôts. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est devenu, le climat était devenu acharnement parce que aussi les médecins, du jour au lendemain, on leur a dit, il va falloir passer aussi à la caisse, à l'instar d'autres professions libérales, et que ça avait été mal vécu et mal perçu. On est bien d'accord. Alors d'abord, c'est les médecins qui ont d'abord demandé, avant toutes les professions libérales, à assainir la situation, parce que comme vous l'avez dit... avec les cliniciens. Il y avait tout à fait. Parce qu'il y avait un climat de mésentente, un climat de méfiance, un climat d'acharnement, comme on vous l'a dit. C'était vraiment l'acharnement. Et donc on ne voulait pas de cet acharnement. On voulait démontrer que le citoyen médecin veut une fiscalité juste. Et on avait l'impression que cette fiscalité n'était pas très juste. Certes, il y a certainement des dérapages, comme dans toute la profession, comme dans tout le pays entier. D'accord ? Mais pourquoi seulement les médecins ? Et donc, nous, on a voulu établir ce climat de confiance et revenir vers un équilibre. Le médecin, c'est justement ce propos qui avait interpellé, rappelez-vous, ça avait fait boum aussi au sein des opinions publiques, lorsque le directeur général des impôts, Omar Farage, avait dit que les médecins du secteur privé payaient en moyenne 10 000 dirhams d'impôts chaque année. Donc du coup, effectivement, il y a une perception aussi des opinions publiques qui se sont dit, en fait, ces médecins-là, ou des médecins, pour pas globaliser, ce n'est pas des citoyens
qui sont exemplaires, parce qu'ils ne s'inquiètent pas de l'impôt, parce que peut-être qu'effectivement, quand on doit payer une prestation, que ce soit dans une clinique ou chez des médecins spécialistes, on m'oblige de payer en liquide. Hein, et donc voilà, il y a aussi de l'argent qui n'est pas déclaré, qui passe aussi à travers les filets de l'État. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, quand on vous oblige de payer en liquide, c'est le système de l'État que vous payez liquide ou par chèque, mais vous êtes citoyen en état d'exiger une facture et un établissement de traçabilité de ce que vous payez, que ce soit liquide ou chèque. Maintenant, quand on dit que les médecins paient tant en moyenne, d'abord, et vous l'avez bien dit, il ne faut pas généraliser, il faut loin de généraliser, parce qu'il y a énormément de médecins, et nous l'avons constaté, qui payent des sommes, vous n'avez pas idée des sommes qu'ils payent, et nous, on n'est pas là pour divulguer le secret, on n'a pas le droit. Généralement, plus on paye d'impôts, plus on gagne d'argent. On est bien d'accord. Très bien. Alors, justement, c'est là où je veux venir. C'est là où je veux venir. C'est là où je veux venir. Dans notre pays, nous avons malheureusement construit, je ne sais pas qui c'est qui a construit ça, que le médecin libéral n'a le droit que de travailler, mais n'a pas le droit de gagner d'argent. Alors tout l'argent... Non, il a le droit de gagner de l'argent comme toutes les professions, mais il a le devoir de payer, de s'acquitter de l'impôt. Non, d'accord. Mais avant d'arriver à l'impôt, il y a une mentalité qui a en difficulté l'argent que gagne le médecin, qui n'a pas en difficulté l'argent que gagne quelqu'un qui a fait un bac plus 4, qui travaille 8 heures par jour et qui gagne 10 fois plus que les médecins, et il en existe beaucoup. Mais ce médecin qui fait 365 jours, qui est le soldat de la santé, qui s'occupe de ce qui est plus précieux, chez n'importe qui, chez vous, chez moi, c'est le citoyen lambda. Et parfois pas à n'importe quel prix non plus. Pardon ? Parfois pas à n'importe quel prix. Non, d'accord, parce que la santé coûte de plus en plus cher. Ne mélangez pas. Oui, on a dit au départ que la médecine de qualité coûte des prix. Écoutez, moi j'ai vécu cette semaine un cas très concret. Quelqu'un qui a une maladie qui peut être opérée au Maroc en opération chirurgicale standard, bien faite, avec d'excellents résultats, qui coûterait une somme X, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, a choisi de se faire opérer à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il y a une technologie spécifique à cet acte qui va donner le même résultat qu'un acte chirurgical standard et qui a accepté de payer, tenez-vous bien, 20 fois plus que ce qu'il allait payer au Maroc, juste pour se faire opérer par un robot. Et donc, c'est vous dire... Ça veut dire qu'il a plus confiance au robot qu'au médecin ? Non, ça veut dire qu'il reconnaît la technologie et qu'il est prêt à payer pour cette technologie et qu'il reconnaît que la médecine est devenue très technique. Tant mieux pour lui, il doit avoir certainement les moyens de le faire. Certainement, mais c'est juste pour vous expliquer cette place de la technologie médicale. Et si on veut avancer vers ça, si on veut avancer vers une technique de qualité, la fiscalité juste, c'est très bien, mais la fiscalité aussi doit penser aux citoyens. Parce que plus on est... Est-ce que vous savez que les impôts... que les cliniques payent 7 types d'impôts. 7 types d'impôts. C'est énorme. Pourquoi on paye de l'impôt sur les médicaments ? Ça grève la facture de santé. Parce qu'il n'y a pas que le médecin. Il y a l'addition au total. Il y a l'intervention du médecin, le médicament, la clinique, les soins. Et tout ça passe dans la filière fiscale. Et quand on est propriétaire d'une clinique, on gagne bien sa vie. Non, je suppose qu'on gagne très bien sa vie même. Le propriétaire de la clinique gagne de ses honoraires. Qui sont libres également. La preuve que les cliniques... Ils sont libres également. Ils sont libres. Voilà. La preuve que la clinique ne gagne pas bien sa vie, je vais vous la donner. C'est que on s'est battu dans ce pays pour ouvrir les portes à un investisseur privé non médecin. Ouverture du capital. Dans le capital. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? Que le plus grand groupe marocain est rentré, il est en train de se retirer de la santé, parce que il a compris qu'on ne gagnait pas. Mais ce groupe-là s'est retiré aussi de l'assurance. Non, mais ce groupe-là ne s'est pas retiré que de la santé. Non, mais c'est un recul stratégique en repositionnement. Non, il s'est retiré, il a vendu ses cliniques parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne gagnait pas autant et aussi vite en construisant un immeuble qu'en construisant une clinique. L'immobilier ou autre chose rapporte beaucoup plus. Une clinique, mais marche. Beaucoup moins aujourd'hui. Une clinique, je parle de la clinique, je parle sous le couvert de l'association des cliniques, marcherait en moyenne 8% au Maroc. 8 à 9%. D'accord ? Pas plus que ça. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Certainement. Vous savez, certainement. Mais attendez. Secteur productif en Europe. Attendez. Docteur Sadagomi. Secteur productif en Europe ont du mal à marger
à 8-9%. Oui, mais vous savez pourquoi. Mais vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Parce qu'en face, il y a l'État qui remplit son rôle dans les hôpitaux. Aujourd'hui, si je vous dis 8-9%, parce qu'on remplit 67% de la facture de santé. C'est normal. D'accord. Et puis, si vous n'accompagnez pas ces cliniques et ces médecins qui investissent, l'édifice va s'écrouler. Donc on a bien compris, en tout cas, il y a attente, juste un petit mot sur les assises de la fiscalité début mai. Est-ce que votre organisation, vous allez faire des propositions, suggestions aussi? Vous savez, depuis qu'on a repris les contacts avec la DGI, ça se passe il y a très un bien climat de bonne confiance. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Mieux qu'avec Agnès Boucali. Ça se passe, c'est différent. Le chapitre n'est pas le même. Ça se passe quoique, Monsieur le ministre de la Santé devrait intervenir un peu plus auprès de la direction fiscale pour qu'on avance plus vite. Mais c'est Farage, je voudrais le remercier parce qu'il a montré une bonne volonté à accompagner le système. Et toute son équipe d'ailleurs, on a tissé des relations de bonne confiance et maintenant on est devenus les confiants et les médecins sont devenus la référence de l'exercice fiscal du secteur libéral au niveau de la DGI. Pour les assises, on est accompagné par un expert fiscaliste. On veut aller vers un autre avenir, vers une autre vision. On veut que le médecin paye ce qu'il doit et que la DGI prenne ce qu'elle doit prendre dans un climat de confiance, dans un climat de transparence et dans un climat d'équité fiscale. On veut une équité fiscale. Donc ils n'auront plus besoin de faire des contrôles fiscaux inopinés chez les médecins. Si on arrive, justement, c'est qu'on ne veut pas. On veut un climat d'équité et de confiance pour dépasser ces contrôles et ces choses. Parce que vous savez, quand un contrôleur vient chez un médecin, c'est très simple. Le médecin s'arrête de travailler. Si le contrôle dure 6 mois, il s'arrête de travailler dans 6 mois. Donc on devrait à la fin, comme dans toutes les entreprises, une fois qu'on a déduit non, le médecin travaille seul. Les entreprises ont le DGA, le DGI, les ressources humaines et 36 000 personnes qui travaillent au lieu du boss. Il n'y a que le boss qui travaille pas. Mais le médecin, il est le boss de lui-même. Quand la fiscalité met le pied dans un cabinet, le cabinet s'arrête. C'est très simple. D'accord ? Et le médecin, qui n'est pas fiscaliste, découvre justement qu'il ignore cette science et que peut-être un comptable malvenu l'a entraîné dans une direction. Vous savez, on a découvert quelque chose d'impressionnant. Il y a énormément, et même la DGI l'a découvert et nous l'a dit, il y a énormément de bonne foi dans la discorde fiscale des médecins où on découvre que très souvent, ils confient leur sort financier à un comptable. Donc, ne sachant faire que de la médecine, ils découvrent un beau jour que le comptable est mené dans une route. Aussi de la bonne foi, il n'y a pas que de la mauvaise foi. Il y a beaucoup de bonne foi. Il y a beaucoup de bonne foi. Il n'y a pas de la mauvaise foi. Il y a de l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. C'est ce qu'on a découvert. Et même, c'est ce qu'on dit des fois, l'ignorance à bon dos, mais bon. Oui, mais même quand la direction générale des impôts vous dit qu'ils ont découvert beaucoup d'ignorance, ça veut dire beaucoup. On revient juste, dernier petit mot sur la journée nationale aujourd'hui. Oui. Grève des médecins, des cabinets médicaux, du secteur privé et de toutes les cliniques. On le disait en début d'émission, le 18 octobre dernier, officiellement, chiffre officiel, 80% de mobilisation. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on s'attend pratiquement à 100% parce qu'on a vu la mobilisation depuis 3 jours. On a l'impression que la grève a démarré il y a 3 ou 4 jours parce qu'il y a une telle mobilisation, un tel engouement. Vous n'avez qu'à circuler dans les rues des grandes villes, voir les affiches dans les cliniques, dans les cabinets. On s'attend au 100%. Bien sûr, on assure les urgences. Merci en tout cas, Dr Salagoumi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président fondateur du collège syndical national des médecins spécialistes privés. Merci à vous et belle journée. Merci à vous aussi. Merci de l'invitation.